Antenne soir, mesdames et messieurs, merci de faire confiance à Télé 50 pour votre tranche du soir. Pour ce programme vespéral qui vous permet de comprendre l'actualité avec les décryptages de l'actualité sur le plan national et international. Eh bien, c'est parti donc, cette fois-ci avec la présentation de la Minute Info avec Nathalie Ocamposo. Elle s'est préparée pour vous présenter cela avec beaucoup de professionnalisme. Nathalie Yoko, bonsoir. Bonsoir Christian Chibassou, bonsoir à tous. Les grandes lignes d'information, c'est tout de suite. Désignation du président de la CENI après plusieurs mois de tractations. Les confessions religieuses ont finalement trouvé un compromis. La primeur est réservée au bureau de l'Assemblée nationale qui dévoilera le nom du successeur de Corneille Nangaa. Le couple Joseph Kabila Kabange est de nouveau chef des sinistrés de Nyiragongo dans le Nord Kivu après avoir fait des dons le mois de mai dernier. Ce vendredi, les présidents honoraires de la RDC et son épouse ont distribué dans les territoires des Kibati des pagnes à plus de 2000 ménages. Suspension des membres du conseil d'administration de la société de transport Transco par le ministre des tutelles. Chérubin Okende a aussi mis en place une commission pour enquêter sur la gestion de cette société. Merci de nous avoir suivis de partout. Tous ces sujets autres seront développés tout à l'heure à 19h juste avec Amina Bayombo. Mais dans l'entretemps, restez en compagnie de Christian Chibassou pour la suite des Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Eh bien, vous allez retrouver Amina Bayombo. Merci à Nathalie Ocamposo d'avoir assuré l'antenne pour la présentation de la Minute Info. On va donc la retrouver dans d'autres programmes. Merci, Nathalie Yoko. Merci également à vous, Christian. Voilà, nous marquons une petite pause, mesdames et messieurs. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des Kinshasa Direct. Vous souhaitez recevoir Télé 50 partout et avec vous. Alors, l'ensemble de nos programmes en VOD déjà disponibles. Toute l'actualité sur notre site web www.tele50.cd. Retrouvez vos émissions, des rencontres et entretiens inédits sur YouTube Mwanamboka Congo. Télé 50 met à votre disposition son programme en ligne à suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Alors, sur votre mobile, suivez toute l'actualité avec Télé 50. Télé 50, partout et avec vous. Suivez toute l'actualité avec Télé 50. Télé 50, partout et avec vous.
ex-première dame de la RDC, qui fête aujourd'hui son anniversaire, est un personnage multiforme. D'abord, c'est l'histoire d'une jeune Congolaise qui rencontre un jeune officier et qui fait aujourd'hui plus de 20 ans de vie dans un accompagnement exceptionnel. Exceptionnel, pourquoi? Parce que les gens pensaient que Marie-Lembe Kabila était une femme ordinaire, qui peut être femme de chef d'état-major général, ensuite de jeune président, qui pouvait se contenter d'aller faire des emplettes, d'acheter des bijoux et de passer beaucoup de temps en vacances, de faire des fondations des premières dames et de s'arrêter là. Non. À contrario de son mari, qui est taciturne, Olive Lembe est une femme très engagée. On ne le dit jamais assez, c'est une femme qui partage beaucoup sur la vision politique, la vision sociale, qui est une dimension qui représente chez elle quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire l'injustice choque la vie de nos compatriotes. Si vous savez les risques qu'elle prend, et qu'elle a toujours pris, en allant au plus près des Congolais, dans leur détresse, sur le plan de la maladie, sur le plan des accidents, des catastrophes naturelles, sur le plan même de mieux vivre, en mettant en place des hôpitaux, des dispensaires, des maisons. C'est une femme, non seulement qui partage ce qu'elle a pu avoir, pendant tout ce temps qu'elle reste avec son mari, mais surtout qui donne des conseils, des sagesses à son mari, mais qui s'efface beaucoup. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas toute la place politique, mais elle reste très présente aux côtés de son mari. L'engagement d'Olive Lembe, ce n'est pas un effet de campagne. Ce n'est pas quelque chose qu'elle fait d'une manière circonstancielle. On a prêté à cette fondation, d'ailleurs, à un moment donné, quand on disait que je sais qu'elle devait avoir un dauphin, qu'elle était dauphine, Marie-Olive Lembe. Et ce n'était pas ça du tout. Elle était à tous les fronts. D'ailleurs, en 2006, elle a fait beaucoup la campagne électorale avec son mari. Mais sur le plan social, elle a continué à fonctionner de la même manière jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, son mari n'est plus président et il fait encore plus que ça. Ce qu'elle vient de faire sur le plan juridique, c'est significatif. Ça veut dire quoi? On peut donner à manger à quelqu'un, on peut lui donner un toit, on peut le soigner, mais si ses droits ne sont pas préservés, c'est capital, c'est préjudiciable, et c'est pour cela qu'elle vient de rajouter à ces dimensions sociales la justice. Et je pense que si elle continue comme ça, elle va occuper une place de choix dans les cœurs. Elle occupe déjà une place de choix dans les cœurs des Congolais. On l'a beaucoup comparé à Marie-Antoinette, hein, la première épouse du maréchal Mobutu, qui était une jeune dame très sociable, humble, douce, très proche de la population, mais avec une personnalité forte. Et elle a implanté, imprimé un peu sa marque Olive Lembe. C'est-à-dire qu'au-delà d'être une femme, on va dire au foyer, parce qu'elle se prend toujours pour une femme, l'épouse de son mari, qu'elle appelle avec beaucoup de tendresse d'ailleurs, elle est au devant de la scène. C'est-à-dire que là où son mari ne s'exprime pas, elle s'exprime. Là où son mari n'est pas, on va dire, entreprenant d'une manière stratégique, elle prend les risques. Comparativement à notre première dame actuelle, Nyakero, qui était plus, on va dire, expressive, elle a aussi sa fondation, mais qui n'est pas, en tout cas, très active, cette fondation, parce qu'il y a encore 2 ans, c'est aussi une question de moyens, question de réseau, etc. Mais surtout, là où ça se distingue un tout petit peu avec Nyakero et Marie Lembe, montre son côté femme chrétienne, femme, on va dire, qui est partout en RDC. Elle peut aller dans le Bas-Congo, elle peut aller à l'Est, elle compte d'ailleurs aller au Kasaï, vous voyez, elle est un peu au Katanga aussi. Donc c'est une femme qui regarde les Congos d'une manière beaucoup plus transversale. Moi je pense qu'elle le fait d'abord d'une manière désintéressée. Mais n'oubliez pas que ce qu'on sème produit toujours des résultats. Il y avait une femme, une première dame, en Argentine, qui était comme Marie-Olive Lembe, qui a conquis le cœur des Argentins et qui est devenue présidente d'Argentine. Et donc, on ne dit pas que c'est ce qu'elle veut, mais si les Congolais le veulent, si les Congolais lui demandent demain, pourquoi pas? Mais je pense que, sur le plan intellectuel, c'est quelqu'un qui se forme aussi suffisamment. Regardez l'évolution du discours depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Vous sentez qu'il y a un souci de formalisation de sa démarche, il y a un souci de proximité aussi, mais également un souci
1885. Nous n'étions pas là. Lorsqu'à Berlin, nos limites sont établies. Ainsi nous naquîmes, ainsi nous fûmes connus du reste du monde. Alors s'exacerba aussi notre désolation, nous qui depuis fûmes soumis aux besoins les plus répugnantes, battus, mutilés, humiliés, mais tout cela était considéré comme digne de nous, vu notre rang des forçats, notre rang d'esclaves, déchus de nos droits, réclus de nos prédilections. Nous n'avions que des impératifs sur notre propre sol, où restrictions et répressions dictaient leurs lois, la loi à tort, du plus fort. C'est dans ce déferlement de haine, de brutalité coloniale, que notre force, notre conscience de nous liguer contre l'adversité s'éveilla. Affermis dans la souffrance, commença alors notre lutte. Lutte pour être enfin nous-mêmes, lutte de Kimpavita, Simon Kimbangu, lutte des pères de l'indépendance. Et que Patrice Emery Lumumba arracha enfin, au prix de sa vie et celle des milliers d'autres anonymes qui n'hésitèrent à donner de leur sang et que relaiera Laurent Désiré Kabila pendant 30 ans. Le temps du mutisme, les temps de l'impassibilité, les temps de l'inertie étaient passés. Notre lutte, c'est aussi cette dignité recherchée et acquise, défendue à l'aune des hommes comme Mobutu, militant invétéré de notre authenticité, intégrité et unité. Le Congo restera un et indivisible. Notre lutte, c'est cette référence à la bravoure des 13 parlementaires dont Étienne Tshisekedi, Marcel Liaou, Joseph Ngalula, défiant la dictature. Oui, nous l'avions réellement défié. Est criminel. Il mérite un jour que le peuple zaïrois s'en occupe. Comme lorsque nous obtenions notre indépendance, battant notre propre record de liberté. Je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Comme dans notre apogée, lorsque le monde avait courbé l'échine devant notre volonté de ressembler à nous-mêmes, d'investir en nous-mêmes, repoussant nos limites pour accomplir des prouesses jamais rêvées, jamais imaginées. Comme lorsque nous vainquions les affres de la dictature, renversant le lit du néocolonialisme. La joie immense, on était des esclaves, maintenant nous sommes libérés. Comme lorsque nous luttons contre la balkanisation du Congo, orchestrée par les prédateurs de nos richesses, laissant des héros sur les champs d'honneur, des vaillants soldats comme Mamadou Ndala. C'est ainsi que nous apprîmes à faire bloc, envers et contre tout, surmontant nos clivages pour contrer nos pourfendeurs. Restons unis. On va faire de ce Congo un grand pays démocratique, un pays prospère. Guidé par cette passion du renouveau, incité par Joseph Kabila, dans l'élan et l'inclination immuable à nous inscrire dans l'histoire du monde comme une nation puissante et démocratique, nous n'avons jamais renoncé, jamais baissé les bras. Désormais nous faisons un, nous visons loin et nous rêvons grand. Après tout, nous sommes tous Congolais.
Il s'appelle Bruno Caïmouan, internationaliste. Il est avec nous aujourd'hui pour aborder cette approche diplomatique du chef de l'État qui a récemment signé des accords avec le Burundi pour la construction d'un chemin de fer entre Burundi et la République démocratique du Congo. Professeur Bruno Caïmouan, internationaliste, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. D'entrée des jeux, comment avez-vous appréhendé l'approche de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de privilégier aujourd'hui les accords bilatéraux pour instaurer un climat de paix entre les deux partenaires? Parce que ici nous avons le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, les pays qui ont toujours été indexés directement ou indirectement dans la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais nous avons vu les chefs de l'État signer des accords avec ce pays voisin. Votre analyse? Oui, merci pour l'invitation. L'approche du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est une approche louable, en ce sens qu'un pays comme le nôtre, la République démocratique du Congo, avec 9 voisins, le pays qui est le nôtre a inscrit dans les principes de sa diplomatie et la politique des bons voisinages. Donc les experts en diplomatie de la République démocratique du Congo, depuis 1960 jusqu'au jour d'aujourd'hui, se sont mis d'accord pour dire qu'on ne peut pas vivre au cœur de l'Afrique avec 9 voisins si nous ne savons pas privilégier ce qu'on appelle la politique de bon voisinage. Et le président Félix Antoine Tshisekedi, lui, c'est cette personne-là qui veut effectivement mettre en application cette politique. C'est vrai qu'on a connu des problèmes. Mais ça paraît un tout petit peu contradictoire par rapport à la politique de son prédécesseur et de ceux qui sont dans la classe politique congolaise, qui verront de cela comme une faiblesse. Bien sûr, à un certain moment, certaines postures, certaines positions peuvent être considérées comme des faiblesses, mais en diplomatie, il y a des stratégies. Donc, à dire vrai, le président Tshisekedi, c'est une personne, à mon avis, qui veut à la fois combiner la diplomatie et la force militaire. Donc, il n'a pas, au vrai sens du mot, cette politique va-t-en-guerre. Et donc, il veut toujours user, à mon avis, toutes les voies diplomatiques avant de prétendre, avant d'envisager peut-être les solutions militaires. Donc, lui, à son arrivée, il s'est peut-être dit de lancer des options diplomatiques, ce qu'il est en train de faire. Si vous regardez de très près, il a déjà été en Angola, il a visité la Zambie, il a visité le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Il a presque visité tous les pays voisins, excepté la République centrafricaine et le Sud-Soudan. Donc, vous voyez, c'est un président qui veut prendre la vraie température des relations qu'il y a entre la République démocratique du Congo et ses voisins et réagir et agir en fonction de la bonne foi des autres. Mais ce que moi je peux avoir comme lecture, c'est que c'est un président qui ne veut pas agir en fonction des sentiments. C'est vrai qu'avec nos voisins, on a connu la guerre principalement à l'Est, mais lui, il est de bonne foi, il va vers Museveni, il lui dit, moi je viens pour la paix. C'est dire à avaler pour la population congolaise, il va vers Kagame, je viens pour la paix, il va vers notre voisin le Burundi, sachant que le Burundi, à dire vrai, parmi les 3 pays de l'Est, n'est pas le pays qui nous a rendu la vie aussi dure que ça. Et je crois, moi, personnellement, que
le président, il voit, il connaît, il sait ce qui se passe. C'est pourquoi, si vous regardez de très près, parmi les 3 présidents de l'Est, il n'y a que le président burundais qui a été accueilli avec pompe, parce qu'il sait de quoi il s'agit. C'est le pays qui nous a rendu la vie facile au niveau de l'Est. À un certain moment, c'était même devenu un allié fidèle. Et donc, tout ça, le président de la République sait à quel moment, à quel temps il doit jouer l'une ou l'autre carte. Et moi, je le félicite personnellement, en ce sens que il ne va pas dans la précipitation, il mesure ses actions, et parce qu'il privilège la diplomatie, avant de prétendre avoir une attitude va-t-en-guerre, je suis rassuré que cette approche, son approche, alors l'approche du président de la République va porter de fruits. Est-ce que cette approche ne pourra pas lui jouer un mauvais tour dans l'opinion publique qui va constater cela et dire, eh bien, le président fait des rapprochements avec le pays que nous considérons hostile à notre nation. Et voilà, on se rappelle de l'histoire du président Kabila, qui à l'époque avait un petit peu appliqué cette diplomatie. Mais lorsque vous vous approchez du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, ben on vous taxe. Non, c'est parce qu'on a vendu le Congo. Je ne crois pas du tout, parce que c'est vrai qu'il y a l'opinion qui peut se retourner, mais c'est là où l'entourage du président doit pouvoir travailler pour faire comprendre l'opinion nationale et l'opinion internationale, les actions posées par le président de la République. Je vais dire que les accords signés avec le Rwanda, sincèrement, n'étaient pas très bien accueillis. Donc, vu les crimes et tout ce que le Rwanda a fait à l'Est, mais quand vous allez dans le fond de la question, comme j'étais en train de le dire, le président a la bonne foi vis-à-vis de nos voisins. Et donc, je ne crois pas qu'il va se laisser marcher sur les pieds. Et donc, ce que je venais aussi de souligner tout de suite là, qu'il y a 3 présidents. Il y a le Rwanda qui nous a compliqué complètement la vie à l'Est, suivi de l'Ouganda. Il y a le Burundi qui, à un certain moment, a joué le rôle d'allié. Et quand on voit l'attitude de la présidence de la République congolaise, c'est que le premier président qui a été accueilli avec pompe chez nous, c'est le président burundais. Et donc là, les gestes qui sont posés par le président de la République sont modérés et pondérés. Donc il faut que les médias, vous puissiez accompagner ces actions. Les experts qui sont autour de lui puissent sensibiliser la population pour dire que ce n'est pas de la naïveté de la part de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de pouvoir parler avec ceux qui ont massacré notre population. Ça fait partie de la logique à la fois politique et diplomatique. Et ça peut être aussi une stratégie pour pouvoir aller vers une paix durable et une paix définitive à l'est de la République démocratique du Congo. Donc ça peut être une diplomatie qui peut amener la paix dans la sous-région des Grands Lacs, avec en perspective le développement de la sous-région. Bien évidemment, parce que la République démocratique du Congo, quelque part, est condamnée à vivre avec ses voisins de l'Est. Notre voisin, le Rwanda, par exemple, a présenté à plusieurs reprises des justifications de sa présence sur la terre congolaise. Il faut avoir de ce côté des dirigeants responsables pour vider les allégations rwandaises. La stratégie du président de la République, je crois qu'elle est en train d'aller vers cette direction-là, où à un certain moment, il va vider toutes ces allégations présentées par les Rwandais. À un certain moment, ce pays peut se retrouver dormir dans l'incapacité de pouvoir donner l'une ou l'autre allégation. Et donc, les stratégies diplomatiques doivent être toujours accompagnées par une certaine sensibilisation. Il faut que la population soit sensibilisée, que la communauté internationale soit sensibilisée pour dire la République démocratique du Congo veut la paix. Le président de la République est en train de travailler pour la paix. Il faut que nos voisins
s'engage dans cette dynamique de la paix que veut effectivement la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas là pour provoquer des guerres au Rwanda, au Burundi ou en Ouganda. Et alors, il faut que les Rwandais, les Burundais et les Ougandais acceptent aussi de ne pas venir créer du désordre et du trouble chez nous. Mais ils ne vont pas, ce qu'on doit savoir, c'est qu'ils ne vont pas accepter de manière hasardeuse comme ça. Nous devons savoir organiser, nous devons savoir nous organiser à l'interne. C'est vous poser cette question, cela veut dire que, comme l'avait dit le président Sarkozy, il y a de cela quelques années, devant les députés et sénateurs réunis en congrès, à l'époque, c'était Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, que la République démocratique du Congo doit savoir partager ses richesses avec ses voisins. Est-ce que sont dans cette optique-là que le président de la République a compris que les richesses de la RDC attirent la convoitise de ses voisins? Eh bien, il faut faire de telle sorte que tout le monde se sente considéré dans le développement, et cela passe par une coopération gagnant-gagnant. Je ne crois pas que ce soit cela le point de vue du président de la République, en ce sens que les richesses de la RDC doivent être partagées avec ses voisins. Non, ce sont d'abord les richesses de la République démocratique du Congo. Et donc, il faut que celui qui veut accéder à ces richesses-là puisse respecter le peuple congolais, puisse respecter ses dirigeants, puisse avoir l'aval des dirigeants congolais. Mais ce qu'on a connu, c'est que nos voisins de l'Est, ils ont créé du désordre, ils ont créé des troubles pour permettre à ce que n'importe qui fasse n'importe quoi à l'Est. Donc, ce que nous devons faire à l'Est, et c'est le travail qui est en train d'être fait, je crois à Kinshasa, c'est de faire de sorte que l'État soit présent. Alors, au niveau je vais poser cette question autrement. Oui. Cela veut dire que la RDC doit se rendre à l'évidence qu'elle a des espaces. Qu'elle a des richesses qui vont attirer la convoitise. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu un environnementaliste qui m'a expliqué qu'aujourd'hui, la RDC doit se préparer à légiférer pour éviter le réfugié climatique dans le prochain jour ou prochaines années. Pourquoi? Parce qu'avec le réchauffement de la Terre, il n'y aura que 2 poumons du monde qui seront considérés comme les terres d'asile. Alors, la RDC doit légiférer pour protéger ses populations et protéger les réfugiés climatiques qui devront un jour se déplacer en masse sur notre sol, et cela doit être fait avant. Sinon, c'est la guerre qui sera constatée, une guerre climatique, une guerre à la recherche de l'eau. Devant une situation difficile, l'homme a toujours créé cet instinct de survie. Alors, aujourd'hui, les chefs de l'État a-t-il compris cela? Pour réellement se dire, oui, nous avons des terres, oui, nous avons des richesses, mais il faut que ces richesses ne soient pas base des conflits ou des misères pour la RDC, mais que ces richesses soient une opportunité d'affaires pour le Congo. Eh bien, travaillons ensemble pour que la sous-région soit au niveau où on dit le Congo, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi sont développés, eh bien, à cause des richesses de la RDC, mais la RDC tire des dividendes. Oui, je crois que la politique de bon voisinage que j'ai évoquée s'inscrit dans cette logique-là. La logique de dire, nous vivons dans un même espace, mais il y a quand même un responsable numéro 1 des ressources que nous avons. Donc, il faut que nous assumions nos responsabilités et que nous soyons en mesure de pouvoir tirer les dividendes nécessaires par rapport aux ressources que nous avons. Ce que nous devons éviter, et c'est ça le travail qui est en train d'être fait, le travail ici de pouvoir mettre fin au conflit, c'est qu'il y a des pays comme le Rwanda qui souhaitent ou souhaiteraient à ce que la crise perdure à l'Est pour qu'ils continuent à exploiter de manière illégale les ressources qu'il y a au niveau de l'Est et de la République. Et donc, nous devons nous préparer par rapport à ce que vous venez de faire. Il va y avoir des réfugiés climatiques. Il y a des gens qui sont déjà en train
de chercher à venir à tout prix s'installer chez nous. Nous sommes dans la dynamique de la mondialisation. Nous devons être en mesure d'avoir un homme congolais qui doit être capable de bien vivre chez lui. Sinon, sincèrement, si nous prenons les choses à la légère, nous risquons d'être des esclaves dans notre propre terre. C'est à cause de ça, normalement, que l'on doit travailler pour améliorer les relations avec nos voisins les plus proches, d'abord, parce que c'est lui qui veut nous rendre la vie dure, les puissances qui veulent nous compliquer dans la vie, il s'appuie sur nos voisins. Nos voisins, parce qu'ils vont trouver comme base arrière nos voisins. Bien évidemment. Et alors, ce que nous devons faire, nous devons à la fois utiliser la diplomatie et la force militaire. Et donc, je crois qu'il y a ce travail qui doit être fait et qui est en train d'être fait pour que la République démocratique du Congo, à travers sa diplomatie, à travers sa puissance militaire, qu'il soit à mesure au minimum de contrôler d'abord ses frontières et de savoir de manière claire ce qui se passe dans son territoire. S'il y a des gens qui viennent, des réfugiés, ça peut être des réfugiés politiques, des réfugiés économiques, des réfugiés climatiques, que nous soyons à mesure de les identifier et de dire ces réfugiés, nous allons les placer à tel endroit, ces réfugiés, nous n'allons pas les accueillir parce que quelque part là, on ne peut pas aussi accueillir tout le monde. Il faut d'abord privilégier la population congolaise et savoir apporter des solutions à cette population congolaise, faire de sorte qu'elle sorte de la misère. Il y a ces dangers, les dangers de voir que les gens viennent chez nous parce que les ressources se sont épuisées sous d'autres cieux, les ressources sont en train de s'épuiser. Nous restons au cœur du monde avec tout ce que nous avons comme ressources. Il faut que nos hommes soient bien formés. En eau, en climat et faune et flore, nous avons de l'eau potable, pendant que de l'autre côté, on constate qu'il y a la montée des océans. Donc tout cela, il faut un leader politique averti, qui voit de loin, et une classe politique qui comprend aussi cela. Bien évidemment. Donc, dans toute cette dynamique, il serait utile que toutes les catégories sociales puissent travailler ensemble, mais dans la main pour aller vers... Mais nous sommes distraits, nous sommes distraits dans la guerre des élections chaque année, chaque cycle électoral. Eh bien, les politiciens ne sont concentrés que dans la prochaine organisation des élections. Ces questions ne sont pas prises à bras-le-corps par la classe politique qui semble être distraite. Je crois que le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de travailler pour que au moins il ait cette prise de conscience. Et ça serait intéressant que des hommes politiques puissent aussi s'investir, écouter la direction, donc suivre la direction indiquée par le président. Il est aussi important que la société civile comprenne ces enjeux, même le religieux, parce qu'à voir ce qui est le scénario que nous sommes en train de vivre au niveau de la commission électorale indépendante. Le choix des animateurs de la CENI. Oui, ça pose problème, parce qu'on ne peut pas construire une république, la République démocratique du Congo que nous voulons de tout le veut, si nous ne regardons pas tous vers la même direction. Et je vais m'expliquer. Le président travaille pour que nous soyons en paix, nous vivions en paix, nous puissions prendre une direction. Mais si nous avons une société civile qui a le regard tourné, par exemple, vers l'extérieur pour satisfaire d'abord les intérêts des forces étrangères, si nous avons des confessions religieuses ou des religieux qui travaillent pour écouter plus les ordres qui vous viennent de l'étranger, bon, le président, il peut avoir la bonne foi, mais la vie lui sera compliquée. Et donc, il faut une dynamique de l'unité et cohésion nationale dans l'opinion publique, la société civile, la classe politique, la classe dirigeante, qu'on ait l'idéal à suivre. Quand c'est pour le Congo, il faut savoir où se trouve l'intérêt du Congo et non pas jouer la carte de l'étranger. Bien évidemment, bien évidemment. Et on sait normalement que le malheur chez nous, c'est que
nous avons des hommes politiques qui, bon, quelques-uns peuvent travailler pour l'intérêt de la RDC, mais d'autres qui ont un regard tourné complètement vers l'étranger. Nous avons la société civile qui est financée par l'étranger. Nous avons les confessions religieuses. Quand vous allez dans un pays comme la France, en France, on vous dit un imam musulman ne peut pas être formé ailleurs. Il doit être formé en France. Ce n'est pas par hasard que l'on fait ça. Un imam musulman ne peut pas être formé en Arabie Saoudite. Pour que l'Arabie Saoudite ne mette pas des idées qui vont contre la France dans la tête de l'imam. Ils ont même une structure qui contrôle les formations de religieux. Donc vous ne pouvez pas avoir dans une société des politiques, des religieux ou les membres de la société civile qui sont plus disposés à écouter l'étranger. Et le président, il peut avoir sa bonne volonté, sa bonne foi. Mais bon, ces gens seront toujours en train de perturber les actions menées au niveau le plus haut. Et donc, privilégier la diplomatie, les négociations, les dialogues à l'interne comme à l'externe. Et donc, cette démarche du président de la République, cette approche, elle est louable. Mais à un certain moment... Elle est louable au profit que les Congolais voient réellement que les réalisations de ces projets connaissent réellement des billes du commencement et que ça soit réellement matérialisé parce que nous sommes champions en lancement de projets qui, des fois, restent non réalisés. Bien évidemment, mais par rapport à notre sujet, je crois que parlant des relations qu'il y a avec le Burundi, je crois que les projets qui ont été évoqués sont des projets... Le projet, c'est la construction du chemin de fer entre Burundi et République démocratique du Congo. Oui, ça devra passer par Uvira, Fizi, je m'abuse, jusqu'à Bukavu peut-être. Donc ça sera un chemin de fer qui va interconnecter les pays de la sous-région des Grands Lacs. C'est qui est une première. Bien évidemment, donc ça va faciliter la circulation des hommes et de leurs biens. Et plus les hommes se fréquentent, plus on va aller vers la compréhension mutuelle et on va s'éloigner de plus en plus des conflits inutiles et des conflits qui détruisent nos sociétés. Donc, ce sont des projets louables. C'est une approche qu'il faut encourager, mais au même moment que nous mettons cette approche sur la table, l'approche diplomatique, il faut que nous soyons en train de renforcer notre sécurité, notre force armée. Comment renforcer la sécurité? En recrutant les hommes et en les formant dans les meilleures écoles. Parce qu'avec ce qui se passe à Kinshasa, les policiers qui s'entretuent et les policiers qui tirent sur un étudiant sans pour autant l'assommer, à bout portant froidement comme ça, c'est parce qu'il faut qu'on se le dise. La formation doit être une formation de qualité. On se rappelle des Kitona, on se rappelle de Kotakoli, on se rappelle des rangers formés en Israël. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC s'étargue la poitrine pour dire, eh bien, nous avons ces hommes-là? Il faut former, donc nous avons d'abord les hommes que nous avons, mais il faut renforcer les moyens logistiques de ceux qui sont là. Il faut former les autres, renforcer la capacité opérationnelle de rendre notre armée professionnelle, quand même. Cette armée doit être police, armée, professionnelle. Oui, mais dernièrement, je crois au courant de cette semaine, j'ai appris que l'inspecteur de nos forces armées était à l'Est et il a constaté qu'il y avait des détournements de fonds qui étaient destinés aux soldats. Donc, des actions comme ça sont des actions qu'il faut encourager. Donc, on ne doit plus accepter qu'il y ait dans notre armée des gens qui détournent les moyens financiers ou matériels qui vont être envoyés, qui sont envoyés pour les troupes qui sont au front. La réussite de cette affaire implique aussi l'homme congolais. Bien évidemment. Bien évidemment. Donc, c'est une question qui nous interpelle tous. Donc, nos frères qui ont l'habitude d'être recrutés pour qu'ils aillent mener des actions, des rébellions ou des révoltes contre leur propre pays,
ils doivent savoir cesser. Donc on doit sensibiliser nos jeunes pour qu'ils ne se fassent plus recruter par n'importe qui, par les ONG internationales qui tirent les dividendes de nos richesses. Et donc il faut au sein de l'armée renforcer la discipline de nos forces, faire de sorte que les moyens envoyés au front parviennent effectivement aux bénéficiaires, l'argent des militaires qui lui soit parvenu à temps, qu'on améliore les conditions sociales des hommes des troupes. Et donc toutes ces questions-là, si ce sont des questions qui sont prises à bras le corps, je crois qu'on va renforcer la capacité, la puissance de fait de notre armée. C'est ce que nous souhaitons. Donc, les diplomates, un chef d'État qui pense entrer dans l'histoire d'une manière positive, l'histoire politique, l'histoire de la République démocratique du Congo, doit réellement appréhender tous ces aspects et poser des actes et redonner le prestige à la RDC. Bien évidemment. Bien évidemment. Donc, donner la place des choix à nos forces armées et à la police. Et donc, si on veut donner la place des choix aux forces armées et à la police, il faut mettre les moyens conséquents, il faut former ces hommes, il faut renforcer la discipline, il faut le travail, par exemple, comme celui qui est en train d'être fait par l'IGF. Donc, il ne faut pas que nous ayons des gens qui ont des grandes responsabilités. Donc, on doit avoir une société disciplinée. Bien évidemment. Bien évidemment. Donc, il faut que chacun, il est seul dans sa chambre, qui réfléchisse des fois pour dire, si je prends cet argent de l'État, est-ce que demain ou après-demain, je ne peux pas être arrêté? Non, il ne faut pas que nous soyons dans une société où, quand on vous nomme quelque part, bon, c'est la famille qui se réjouit et puis on dit, voilà. Donc, il faut quand même arriver à un niveau où, bon, les gens commencent à réfléchir des fois pour dire, est-ce que l'IGF ne peut pas m'attraper? Est-ce que cette situation ne peut pas me compliquer? Parce qu'on a vu des gens qui ont détourné les moyens. Moi, ce qui me fait mal, par exemple, il y a une histoire, un ami me l'avait dit, une personne qui avait détourné de l'argent pour l'éducation de toute une province. Et quand vous voyez la misère dans laquelle nos jeunes gens sont en train d'étudier, nos institutions d'éducation se trouvent, on ne peut pas tolérer qu'il y ait quand même des gens qui détournent de l'argent pour toute une jeunesse. Ce n'est pas normal. Et ce sont des questions qu'il faut prendre à bras le corps, les questions de la justice, les questions de la bonne gestion des finances publiques, les questions de la paix et de la sécurité. Donc, toutes ces questions, si elles sont prises, s'ils sont examinés efficacement, je crois que la République démocratique du Congo va très rapidement rejoindre la Cour des grands. Donc, si on prend le pays comme le Nigeria, il était comme nous il y a 20 ans. Quand Sani Abacha était en train de faire la fête. Mais avec la mort de Sani Abacha, les Nigérians se sont mis au travail. Il n'a suffi que 10 ans pour les Nigériens afin de transformer, de devenir la première puissance économique africaine. Nous devons croire à notre pays, nous devons dire c'est possible aussi de suivre l'exemple si nous voulons du Nigeria. Merci. On a vu ce que le Nigeria a connu. Travaillons pour sortir de cette situation et le président de la République, la démarche dans laquelle il est engagé, je crois que c'est une démarche louable. La déstabilisation de la sous-région des Grands Lacs est une question transversale qui demande beaucoup de réflexions et beaucoup de stratégies pour réellement atteindre cet objectif. La paix dans la sous-région, mais aussi les développements. On a décrypté ces actes, ce projet signé par le chef de l'État avec le président burundais. Quelle perspective pour la République démocratique du Congo? Eh bien, vous avez compris la quintessence des idées développées ce soir par notre invité, professeur Bruno Kaïmoa, internationaliste. Donc, la RDC, jusqu'à la fin du monde, sera pays voisin du Burundi, du Rwanda et aussi de l'Ouganda. D'où le Congolais, les leaders politiques doivent avoir une appréhension claire des solutions à poser pour éviter la montée en puissance de l'insécurité et que le pays voisin ou de lobbying puisse profiter indirectement de nos richesses. Et cela passe par
rendre nos forces de sécurité professionnelles, la population congolaise, le peuple doit avoir en conscience la citoyenneté, être réellement républicain, comprendre ce qui doit être fait. Et la société civile ne doit pas être au solde des forces étrangères. C'est comme ça que nous avons compris le décryptage de ce soir avec Bruno Kaïmoa, internationaliste, à qui nous disons merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini avec Kinshasa Direct, ce programme du soir. Restez branchés sur votre chaîne. Un confrère que j'aime beaucoup, Ochokuma, toujours dit, vivez comment? Vivez heureux, vivez 100 ans. Au revoir.